EDF, c'est le prototype du monopole régulé qui a réussi. La production, le transport et la distribution électrique sont d'une très grande qualité en France. Du point de vue du consommateur, du point de vue du citoyen, du point de vue des entreprises, il n'y avait pas beaucoup de problèmes. Et donc la question qui se pose en face d'une situation comme celle-là, c'est est-ce que, en remplaçant ce qui existe et qui marche bien, on va y gagner ? Aujourd'hui, dans le monde du machinisme, l'électricité tient la vedette. Elle est à la fois sang et lumière et la langue universelle de la puissance. Les peuples s'affranchissent par l'électricité et la hiérarchie des nations se chiffre en kilowatts. La révolution de l'électricité, qui, si elle apparaissait aujourd'hui par une suppression totale de ses pouvoirs, équivaudrait à une catastrophe, un cataclysme mondial, la révolution de l'électricité est devenue pour nous une chose à peu près invisible, insensible. Elle appartient, l'électricité, à toute notre vie. Toi, tu me fais de l'électricité, tu fais monter ma tension. L'électricité est effectivement essentielle, et en manquer aujourd'hui paraîtrait insensé. En 1946, les législateurs transforment les multiples entreprises électriques en un service public parce que c'est un bien vital, indispensable à la reconstruction du pays. Et pendant plus de 50 ans, EDF a assuré chaque jour avec efficacité la sécurité et la sûreté de l'approvisionnement de tout un chacun. Les raisons de ce succès tiennent principalement à un fait. C'est une seule et même entité, EDF, qui est chargée de fabriquer et de distribuer ce produit totalement à part. En effet, l'électricité ne se stocke pas, et cette caractéristique n'est pas sans conséquence. Pour comprendre les enjeux qu'induit cette particularité capitale, il faut aller dans le cœur du système, le Centre national de dispatching, lieu où se réalise chaque jour une performance. L'équilibre parfait et permanent entre la production et la consommation. Constamment, il faut avoir un équilibre parfait entre la production d'électricité et ce qui est consommé. Donc là, on a la consommation française, et on voit que la consommation varie là entre un peu plus de 60 000 mégawatts et puis 80 000 ce soir, parce qu'elle suit toutes les activités. L'activité domestique principalement, mais aussi les activités tertiaires et industrielles, etc. Tu as mon accord, vous mettez la ligne hors tension et puis sous. La situation s'améliore dans la vallée du Rhin. Les tensions sont un peu meilleures. Donc je pense que tu peux arrêter un des groupes qui tourne en synchrone à Revin. Donc on a une demi-heure d'arrêt. Une demi-heure d'arrêt entre les deux. Donc c'est de 10h30 à 11h. Donc le rôle d'un dispatching comme ici, c'est justement, en temps réel, de piloter finement les centrales de production pour qu'elles suivent parfaitement la consommation. Dès qu'un individu actionne quelque part en France un interrupteur pour s'éclairer, au même moment, un moyen de production doit être déclenché. Mais dès que ce même individu va se coucher, le moyen de production doit lui aussi se mettre en veille. Alors nous ne pouvons jouer sur la consommation qu'en dernière limite. C'est-à-dire vraiment, si nous avions une rupture de cet équilibre, c'est-à-dire que nous avions épuisé toutes les ressources possibles du côté de la production, eh bien il faudrait en venir à ce qu'on appelle des délestages, c'est-à-dire à couper les clients. Donc on le ferait évidemment avec le plus de justesse et de parcimonie possible, mais on le ferait de telle sorte qu'il n'y ait pas ce qu'on appelle un écroulement total ou un blackout. Le gros risque pour nous, c'est que, ayant perdu cet équilibre, eh bien la balance se renverse complètement. Et on a alors ce qu'on a eu en France en 1978, ce que l'Italie a eu en 2003, une panne générale qui dure très souvent des heures parce qu'elle est très très longue à réparer. En fait, deux types d'accidents amènent à ces fameux blackouts. Pas assez de production d'électricité et c'est la pénurie, mais également trop de production et c'est l'embouteillage. D'où la nécessité de l'équilibre permanent. Si une ligne est surchargée, elle va disjoncter cette ligne. Les flux qu'elle portait vont se reporter sur d'autres lignes.
Si ces lignes sont elles-mêmes surchargées, on va démarrer une cascade et on va avoir ce qu'on appelle un écroulement où tout le réseau, toutes les lignes vont déclencher et on va avoir ces fameux blackouts là qui seraient dus non pas à une pénurie de l'électricité disponible, mais plutôt à un problème d'acheminement. Ces pannes générales, des régions d'Italie, de Suède, du Danemark ou des États-Unis les ont connues récemment tout au long de l'année 2003. Rome, Copenhague ou New York se sont alors retrouvés dans le noir et ont dû faire face à d'importants désordres économiques et sociaux. La France n'a pas connu ce genre de catastrophe depuis 1978. La raison de cette performance est simple. Une seule et même entreprise s'occupait de gérer de A à Z ce fameux équilibre. Les centrales de production étaient soit ouvertes, soit fermées par des procédures directes et internes au service public. Et pourtant, après plus de 50 ans de bons et loyaux services, l'arrêt de mort de cet édifice a sonné. À la fin des années 80, un vent libéral balaie l'Europe et en particulier la France. Les services publics se retrouvent alors sous le collimateur de la Commission européenne. Et le secteur électrique, malgré ses spécificités, ne déroge pas à cette volonté de dérégulation. Il faut dire que le commissaire à la concurrence qui œuvre à cette époque à Bruxelles a déjà fait ses preuves comme ministre de l'ancien chef du gouvernement britannique, Margaret Thatcher. L'avantage d'avoir un marché européen est énorme. Et on ne peut pas avoir un marché européen si dans ce domaine le marché est cloisonné et il y a une frontière. Et je crois que ça c'est incohérent avec l'idée de l'intégration de l'Europe, de retenir les marchés qui, dans des secteurs importants, restent clos. Et Léon Britagne était animé par deux idées toutes simples. C'est que la concurrence est gage d'efficacité économique partout où on l'introduit, et que d'autre part, la concurrence fait tomber les frontières. Et donc que cette verrue que constituait le secteur électrique européen au sein d'une Europe qui se construisait, eh bien, il fallait la supprimer en la faisant entrer dans le droit commun. Il attaque les États en disant, il attaque 7 États, dont la France, en disant vous avez un monopole d'importation de l'électricité et du gaz, c'est absolument scandaleux. L'électricité, comme le dira bientôt ensuite la Cour de justice des communautés européennes, c'est une marchandise comme une autre, et il n'y a aucune raison qu'elle ait un traitement différent. Et une marchandise, ça doit être géré par l'offre et la demande. Alors ça s'est lancé d'une façon idéologiquement claire, mais méconnaissant totalement les spécificités du secteur. Et les premiers projets de directives de libéralisation du secteur électrique traitaient ce secteur à peu près comme on aurait traité, je ne sais pas moi, le marché de la chaussure. Ah, il est clair certain qu'il ne connaissait probablement pas grand-chose que c'était un électron. Je vous avouerai que moi qui suis été rapporteur aussi, je veux dire, mais bon, je me suis informé, j'ai évidemment rencontré beaucoup de personnes qui m'ont un peu expliqué tout cela, mais c'est vrai, il y avait une méconnaissance du produit d'électricité. Et pourtant, ce sont bien les libéraux de la Commission et leur idée saugrenue du produit comme un autre qui l'emportent. Une directive européenne en 1996, puis une loi française en 2000, scellent alors leur victoire. L'attitude des gouvernements français de l'époque est en grande partie responsable de cette défaite idéologique. À droite, mais surtout à gauche, on baisse les bras face à cette attaque du service public et on ouvre en grand les portes de la dérégulation du secteur. On joue le jeu des traités, on joue le jeu proposé par la Commission et le Conseil des ministres aurait pu s'y opposer, mais en fait tout le monde était d'accord pour avancer. Mais la France choisit non pas peut-être de ralentir, voire même de temporiser, mais de ne pas forcer le pas. On va à notre rythme. On est dans un pays, si vous voulez, où dans la conception européenne qui est la nôtre, on doit défendre nos intérêts. Mais si au bout du chemin, on apparaît comme seul ou comme isolé, eh ben,
On concède, et de concession en concession, finalement, on finit par épouser la position des autres. Donc on est sur une attitude un peu schizophrène, où à Bruxelles, comme toujours, on dit oui au texte, et puis à Paris, on essaye de pas vraiment bien transposer, ou politiquement, on envoie des messages qui sont pas les messages adéquats. Le nom de la loi du 10 février 2000, c'est la loi de modernisation du service public de l'électricité. En réalité, cette loi, c'est la loi de libéralisation du secteur électrique. La liberté de choix du consommateur, ou autrement dit le client roi, voilà l'étendard de l'idéologie libérale. L'Angleterre est bien sûr le pays où cette maxime va s'appliquer au secteur électrique dès les années 90. La Grande-Bretagne est devenue en quelque sorte une sorte de laboratoire de la libéralisation, qui est devenu une sorte de modèle aux yeux d'un certain nombre de hauts fonctionnaires européens ou de représentants des grandes entreprises européennes. Et donc, on a vu le courant consumériste, en quelque sorte, se développer. Acheter son courant électrique en faisant ses courses au supermarché, depuis 6 mois en Angleterre, c'est possible. Margaret Thatcher en rêvait, le gouvernement travailliste l'a fait. Ici, à Epsom, au sud de Londres, les clients ont peu de chance d'échapper aux agents recruteurs qui les guettent à l'entrée du supermarché. Mission de ces vendeurs d'électricité, conquérir de nouveaux clients en détournant la clientèle des distributeurs traditionnels. Ce qui est clair, c'est que ce que nous croyons sincèrement, c'est qu'à partir du moment où il y a un consommateur a le choix, et s'il n'est pas content et qu'il peut aller vers un autre opérateur, eh bien l'opérateur avec lequel il est va faire mieux pour essayer de le garder. Il va fournir un meilleur service, il va essayer de diminuer ses prix de manière à garder le client. En abandonnant l'électricité au secteur privé en 1990, pour la grande joie des caricaturistes, le gouvernement a tout de même laissé derrière lui Offer. Cet organisme surveille le bon déroulement de la privatisation. Offer protège le consommateur en poussant à la concurrence les compagnies privées. Les compagnies devraient comprendre que les bons prix ne sont pas forcément les seules choses qui intéressent le consommateur. Il peut aller au supermarché ou dans un magasin un peu plus cher, une boutique de luxe ou bon marché. C'est exactement la même chose avec l'électricité. Le consommateur peut choisir entre un très bas prix, mais un service moyen parce que ça lui suffit, ou un très bon service, mais à un prix un peu plus élevé. Mais cela doit être au consommateur de choisir. Et c'est vraiment ce que nous voulons. Il faut donc que l'usager devenu client ait le choix. Mais le choix de quoi ? En matière d'électricité, la réponse paraît pourtant relativement évidente et banale et peut se résumer à actionner son interrupteur et avoir de la lumière. EDF, pris dans la spirale de la libéralisation, se met à appliquer la sentence cocasse du choix. C'est effectivement là que commence la révolution pour les clients, mais aussi la possibilité, en ce qui nous concerne, de proposer des offres de services à ces clients, des clients résidentiels, des clients particuliers, des clients comme vous et moi. Aujourd'hui, on nous demande de faire du commercial en vendant des services qui n'ont rien à voir avec EDF. On nous demande aujourd'hui de vendre du service qui s'appelle Assurelec. C'est une assurance de recouvrement des factures. Et vous avez des gens qui ont 65 ans, et ben faut quand même leur proposer Assurelec en cas où leur interruption de travail se ferait de plus de 3 mois, alors qu'on sait très bien que ces gens-là, ils seront à la retraite. Aujourd'hui, on fait de la vente forcée sur des choses que les gens n'ont pas besoin. Et en plus, on nous dit, il faut vendre ce service-là parce que c'est le seul service qui va rapporter beaucoup à l'entreprise. Effectivement, on a dans un marché, avec la volatilité de ce marché, on a proposé à nos clients tous les produits, ce qu'on appelle des produits dérivés, qui sont associés au marché. On est rentré dans une relation commerciale, je dirais, pleine et entière. On a des scénarios j'emménage. C'est le client qui emménage. On doit passer par telle et telle étape. Et on a le scénario je déménage. Et tous les scénarios qui sont dans un book, en fait, et que l'on tourne dès qu'on a un client. Donc on prend le client et on tourne notre page et on dit tiens, celui-ci, c'est celui-là qu'il faut
faut que j'aille jusqu'au bout avec vente de services. On a des offres à différentes échelles de temps, c'est-à-dire on a des offres pour 1 an, pour 2 ans, pour 3 ans, à des prix fixes ou à des prix variables. On a des options, c'est-à-dire le fait que si vous me faites, si je prends un engagement pour l'année prochaine et je prends cet engagement et à ce moment-là, vous me vendrez cette énergie. Si je décide de souscrire au dernier moment cet engagement, vous me vendrez l'énergie à tel prix. Ça s'appelle des options. Il faut donc continuellement proposer du vent. Du vent qui sert avant tout d'écran de fumée pour mieux masquer une évidence, la dégradation du service de base. Les services étaient gratuits. Que ce soit, quand on mettait en service un client, tout ça, on sait c'est fini. Une mise en service d'un client, maintenant, c'est 11 €, ça va passer à 38 €. Une modification de contrat, c'était gratuit, maintenant, ça va coûter 21 € hors taxe. Ne serait-ce que changer les heures creuses, donc on va chez le client, on tourne un petit bouton, on fait ça. Le client, ça lui coûte 21 € hors taxe. On va chercher une facture impayée, ça coûte 38 € au client, hors taxe. Pour un professionnel, 75 €. Donc on est vraiment maintenant dans une logique de faire du pognon. Voilà. À chaque fois, je fais une tournée d'impayés un matin, je vois 12 clients, ça fait 12 fois 38 € hors taxe rentrés pour la boîte. Et si je fais des réglages disjoncteurs l'après-midi, on continue, parce que maintenant c'est payant 21 €. Donc en une journée, maintenant, un agent, il est rentable, quoi. Et cette notion de rentabilité, on ne l'avait pas avant. Et le personnel, dans cette aventure-là, s'est dit, écoute, faut y aller, on n'est pas plus mauvais que les autres, on a de l'imagination, on a des atouts, que ce soit le parc de production, que ce soit l'image, la marque EDF est très forte, et on accepte de relever le gant, et je crois que le résultat est là. Pour créer un marché, il faut avant tout des concurrents. Or, à la fin des années 90, la production d'électricité en France est assurée totalement par EDF et par 3 autres petits producteurs, tous contrôlés par les pouvoirs publics. Le gouvernement en place trouve alors la solution. Il crée de toutes pièces un concurrent à EDF en bradant à la multinationale Suez-Electrabel l'un d'entre eux, la Compagnie nationale du Rhône. Tout d'abord, pour pouvoir vendre de l'électricité sur ce marché français qui est dominé par EDF, notre première action a consisté à nous assurer des sources d'approvisionnement et de génération électrique. Donc nous sommes tournés dès les années 98 vers la Compagnie nationale du Rhône. Compagnie nationale du Rhône qui est un producteur d'électricité avec 17 barrages sur le Rhône entre le lac de Genève et la Méditerranée. La question de la CNR est directement liée à la mise en œuvre de la concurrence en France, puisque EDF étant en situation de monopole au moment notamment de la loi de février 2000, pour organiser la concurrence, il faut bien casser ce monopole. Donc la cession de la CNR à Electrabel est liée à cette situation. Mais créer de nouveaux acteurs ne suffit pas. Il faut également leur donner accès au réseau. On désintègre alors EDF. La partie transport est détachée de l'opérateur historique et se retrouve autonome sous le nom de RTE, Réseau Transport Électricité. La loi de février 2000 a, je dirais, 2 enjeux fondamentaux. C'est le fait de dire que EDF ne va plus être la seule entreprise chargée finalement
d'organiser la production d'électricité en France et que l'ensemble des activités qui sont jusque-là organisées au sein de l'entreprise publique vont être séparées. Et en particulier, on va demander à ce qu'il y ait une séparation des activités de production d'une part et des activités de transport et distribution d'autre part. Ça veut dire que, de ce fait, tout acteur du marché pouvait avoir librement accès au réseau de transport et ensuite au réseau de distribution pour pouvoir faire jouer la concurrence entre les différents fournisseurs d'électricité. Je veux livrer de l'électricité qui est produite par un barrage du Rhône à un client qui est une papeterie dans les Landes. Nous utilisons les lignes haute tension qui sont celles du RTE aujourd'hui en France et nous payons pour cela une redevance d'usage. Afin d'élargir toujours plus le marché, les entreprises européennes d'électricité peuvent à leur tour vendre dans l'Hexagone. Le centre de dispatching devient une plaque tournante qui doit gérer une multitude d'acteurs. On a des aléas, on est assez short. Donc on ne veut pas prendre le risque. Ça veut dire qu'entre RTE et les producteurs, il a fallu installer une nouvelle interface. C'est ce qu'on appelle le mécanisme d'ajustement. Ça veut dire que pour nous donner les moyens de faire cet ajustement dont nous avons parlé entre production et consommation, les producteurs vont nous faire des offres. Ils vont nous donner la possibilité d'appeler leurs moyens de production disponibles, par exemple pour compenser une variation brutale de la consommation ou la perte d'une unité de production. Et donc dans ce cas-là, ici, eh bien, d'une part, on aura reçu ces offres et on saura laquelle est la meilleure économiquement et laquelle il faut appeler pour faire face à un besoin. Effectivement, les procédures d'ouverture et de fermeture des moyens de production ne sont plus techniques comme avant, mais marchandes, entre des entreprises dont le but premier est de faire maintenant du commerce. La rencontre de l'offre et de la demande, c'est le principe universel du commerce et donc un grand nombre d'acteurs tous les jours se retrouvent sur un marché de gros. J'ai dit les producteurs d'électricité, les fournisseurs, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas nécessairement des actifs de production mais qui vont acheter l'électricité en gros et la revendre en détail, des négociants, des traders, etc., des grands consommateurs. Alors, il est vrai qu'aujourd'hui, sur le marché, vous avez des acteurs qui ne produisent pas. Ils achètent de l'électricité, en gros, et la revendent au détail. Nous faisons les deux. Nous sommes producteurs d'électricité et nous la vendons, cette électricité, au détail ou en gros aussi. Mais on est producteurs. L'électricité devient une marchandise comme une autre qui se vend et avec laquelle on spécule en extrapolant des prévisions futures. Quoi de plus évident que l'apparition d'une bourse? La bourse d'électricité permet aux acteurs d'acheter la veille pour le lendemain, et aujourd'hui d'ailleurs au-delà de cet horizon, à une semaine, un mois, voire une année, des blocs d'électricité, ce qui permet de compléter leur offre ou leurs besoins en fonction de la situation qu'ils prévoient sur le marché de l'électricité. C'est ça l'intérêt de la bourse. La bourse permet de façon, encore une fois, j'aime bien le terme démocratique, d'ouvrir le jeu largement et d'avoir le spectre le plus large possible d'intervenants qui ont l'intérêt économique à échanger des mégawattheures. Alors que la France crée un marché de toutes pièces, au même moment, au cœur des années 90, la Californie récolte les premiers fruits amers de la dérégulation de son secteur électrique. En septembre 1996, la Californie est le premier État américain à se lancer dans la dérégulation de son marché. Là aussi, la volonté de libéraliser part du même principe idéologique, l'électricité est une marchandise comme une autre.
Avant de déréguler l'électricité en Californie, si nous avions demandé aux Californiens moyens « Devrions-nous déréguler notre électricité ?», la réponse majoritaire aurait été « Non, l'électricité ne devrait absolument pas être dérégulée ». La question fut mise en avant par une poignée de très grosses sociétés qui agissent au niveau international et qui ont fait voter la dérégulation par le Parti républicain, par les législateurs au Congrès, ainsi que par un nombre significatif de démocrates. Ils ont vendu la théorie selon laquelle il est toujours bon de déréguler, quel que soit le marché, quel que soit le produit, quel que soit le service. C'est une grande théorie sur le tableau noir. La question clé, là, c'était avant tout d'essayer d'encourager la venue en Californie d'une production plus compétitive, qui ferait baisser les prix, et aussi, fondamentalement, d'ouvrir la Californie à d'autres marchés dans l'Ouest, comme le Nord-Ouest, où l'hydroélectricité est très bon marché. Et l'idée était de permettre aux consommateurs individuels de choisir leur fournisseur d'électricité et d'obliger les fournisseurs à entrer en concurrence sur les prix, l'innovation et les services. Je me rappelle avoir eu une discussion avec une sénatrice de l'État qui m'a dit qu'elle détestait la dérégulation, qu'elle n'avait pas aimé ce qui s'était passé avec l'industrie du téléphone et qu'elle ne voyait aucune raison pour la promouvoir. Mais que tout le monde lui avait dit que ça allait marcher, que ça allait être merveilleux, et elle a donc voté pour. Et bien sûr, quand elle a vu les résultats, elle l'a aussitôt regretté, mais le mal était déjà fait. L'annonce de la libéralisation a un premier effet, une baisse importante de la production d'électricité. Le marché organise en quelque sorte la raréfaction du produit et anticipe les gains à venir. Tout d'abord, il est vrai qu'en Californie, depuis le milieu des années 80 jusqu'au milieu des années 90, lorsque la dérégulation est intervenue, on n'a pas construit de grosses centrales électriques. La principale raison de cela, c'est que les services publics et d'autres industriels présageaient que la dérégulation allait arriver. La première disposition prise par les producteurs, après avoir pris le contrôle de la production d'électricité, a été d'éliminer les réserves supplémentaires du marché. En d'autres termes, ils ont créé un équilibre entre l'offre et la demande. Donc, quand le marché s'est ouvert en 1998, il y avait déjà, si ce n'est une réduction des capacités de production, en tout cas des réserves limites. Ça voulait dire qu'à certains moments de demande maximale, même dans les meilleures conditions, les marges étaient minces. L'équilibre entre l'offre et la demande se retrouve sur le fil du rasoir. Le centre de gestion du réseau californien doit faire face alors à de nombreuses techniques de manipulation du marché, comme celle par exemple de l'engorgement du réseau. Lorsqu'un embouteillage se produit dans le système, vu la manière dont il a été mis en place, les opérateurs du réseau doivent payer certains fournisseurs pour retirer de l'électricité du système, afin de pouvoir le décongestionner. Et les sommes que vont payer ces opérateurs sont très élevées. Ils donnent beaucoup d'argent à ceux qui retirent de l'électricité du système. Trop d'électricité sur le réseau et l'équilibre est rompu. Et c'est un risque de blackout. Les entreprises peu scrupuleuses, comme la multinationale Enron, utilisent alors les particularités du produit pour manipuler le marché. Enron a découvert qu'il pouvait convaincre les chefs du réseau qu'il y avait un embouteillage, alors qu'en fait, l'embouteillage était imaginaire. Il avait été créé par une manipulation d'Enron, qui fut payée généreusement pour décongestionner le système en mai 1999, environ 10 millions de dollars. Manipuler le marché dérégulé devient alors un sport national pour une multitude d'opérateurs. La spécificité de l'électricité, son non-stockage, contribue à la prolifération de ces petits jeux criminels. Qu'importent alors les conséquences désastreuses pour la Californie, pourvu que les profits soient engrangés. Les techniques utilisées, et elles furent nombreuses, comprenaient par exemple la fermeture de certaines centrales de production pendant une partie de la journée, jusqu'à ce qu'une pénurie se développe. Et le système était alors à la limite de l'équilibre pour maintenir la distribution de l'électricité dans tout l'État jusqu'au consommateur.
En décembre 2000, les Californiens consomment énormément moins d'électricité que ce que notre État pouvait produire. Et pourtant, c'est à ce moment-là que la crise a frappé. Ce fut la première preuve que c'était une crise fabriquée, qu'il s'agissait d'une crise provoquée par les entreprises d'électricité et non un problème d'offre et de demande. Parce que nous avons toujours eu suffisamment d'électricité. Il n'y a jamais eu de réelle pénurie. L'énergie était simplement contrôlée par les mauvaises personnes. Ce jeu dangereux finit effectivement par déboucher en janvier 2001 sur une série de délestages. L'État le plus riche des États-Unis, dont le PIB équivaut à celui de la France, est contraint de réaliser durant plusieurs jours des coupures tournantes d'électricité. Le débat fait alors rage sur les responsabilités de cette débâcle. La demande était, j'essaie de me souvenir des statistiques précises, en 99 et 2000, avant la crise, la demande a été beaucoup plus forte que par le passé, en particulier dans le nord de la Californie, à cause des nombreuses start-up. On utilisait donc beaucoup d'électricité en Californie. Les Californiens ont tendance à consommer plus d'énergie que dans le reste des États-Unis. L'utilisation individuelle de l'électricité est plus forte ici. En fait, nous utilisions moins de la moitié de l'énergie que nous avions à notre disposition. C'est là que les coupures sont intervenues. Les entreprises énergétiques ont déclaré officiellement qu'il y avait pénurie. Mais il n'y avait absolument aucune explication technique ou physique à cette pénurie. Aucune. Les centrales de production en Californie peuvent produire 45 000 mégawatts chaque jour. Un gros potentiel donc. Mais ces manipulateurs se sont arrangés pour que ces centrales ferment dans une proportion encore jamais atteinte dans l'histoire. De telle sorte que nous avons eu des coupures alors que nous n'avions besoin que de 25 000 mégawatts. Tonight, I'm declaring a state of emergency in California. Face à cette catastrophe économique, le gouverneur démocrate de la Californie, Gray Davis, intervient en urgence. Pour pouvoir assurer et pérenniser l'approvisionnement de la Californie, il fait le choix d'acheter de l'électricité sur du long terme, au prix fort du marché. The power to use already budgeted funds to mitigate or eliminate the disaster. L'État de Californie a mis la main au porte-monnaie et Gray Davis a dit « Nous allons payer ce qu'il faut ». Et brusquement, les lumières se sont rallumées. Ces entreprises énergétiques nous ont mis un pistolet sur la tempe. C'était du chantage. Elles ont dit « Nous éteignons les lumières jusqu'à ce que vous nous payiez ce que nous exigeons ». C'est une déclaration de guerre économique de la part de ces entreprises. En réalité, il y avait très peu de choix, parce que l'alternative était que l'électricité soit coupée. Non seulement l'économie de la Californie se serait effondrée, mais de nombreuses fonctions d'une société civilisée auraient disparu. Il est très difficile d'imaginer que la Californie, dont l'économie est l'une des plus riches du monde et qui est l'une des régions les plus avancées technologiquement, puisse fonctionner sans électricité, ne serait-ce qu'un jour. Cela aurait signifié la destruction de notre société. En fin de compte, c'était le seul choix qui restait à Gray Davis, parce que les manipulateurs le menaient par le bout du nez. Donc, en définitive, si vous n'agissez pas avec force pour arrêter le crime, alors vous devez en payer le prix. Donc, soit vous les arrêtez par l'intermédiaire des tribunaux, vous réquisitionnez leurs centrales, ou vous déclarez l'état d'urgence, soit vous payez les pots cassés. Et en définitive, comme rien n'a été fait pour arrêter les criminels, c'est à nous de payer pour leurs crimes. Et la Californie va encore payer pendant 20 ans. Quelques 4 ans après la fin de la crise, la Californie n'en finit pas de payer les effets désastreux de la dérégulation. Le prix de l'électricité a augmenté de près de 40%, de même que les impôts, qui servent en partie à rembourser les énormes emprunts contractés pour acheter l'électricité. Manifestement, partisans et adversaires de la libéralisation ne tirent pas le même bilan de cette mauvaise aventure économique. J'ai demandé plus tard pendant l'enquête à un des dirigeants d'Enron, comment pouvez-vous faire cela à la Californie ? Ne parlons pas du fait de savoir si vous avez ou pas violé la loi. Comment pouvez-vous faire cela ?
à des enseignants, aux hôpitaux, aux citoyens. Il a répondu « Sénateur Dunn, vous devez comprendre quelque chose. La seule obligation légale que nous ayons envers qui que ce soit concerne nos actionnaires. Nous devons leur assurer le meilleur retour possible sur leurs investissements. » Nous avons vu des entreprises fermées, des hôpitaux ont dû affronter des augmentations exorbitantes et des écoles ont été obligées de payer des centaines de milliers de dollars supplémentaires par rapport à leur budget prévisionnel d'électricité. Parce que dès que ces entreprises énergétiques ont mis la main sur le système, elles ont fait pression jusqu'à l'étranglement. Ces sociétés privées sont des entreprises qui cherchent à maximiser les profits. Elles sont obligées de rechercher le profit le plus élevé possible pour leurs actionnaires. Et c'est ce qu'elles font, et elles le font très bien. Mais s'attendre à ce qu'elles se comportent différemment, c'est comme attendre d'un tigre qu'il devienne végétarien. La première fois qu'ils vous dupent, honte à eux. La deuxième fois, honte à vous. Vous avez déjà vu un excellent exemple de ce qui arrive quand on dérégule le marché de l'énergie. Parce que l'électricité, ce n'est pas comme les bananes. On en a besoin à chaque minute. Et si les prix ne sont pas régulés, seuls les riches pourront acheter l'électricité. Pensez à ce que cela va impliquer pour votre économie. L'électricité n'étant rien différente des autres produits dans ce monde. Je pense que certains individus croient que les consommateurs sont du bétail, qui a besoin de bergers, et que ce sont eux les bons bergers. En fait, il n'y a pas de contrôle sur le prix du blé aux États-Unis. Et donc, en tant que consommateur de blé, j'ai le droit d'acheter du pain, je peux acheter des croissants, je peux acheter de la bière avec du blé dedans. De nombreux choix s'offrent à moi pour ma consommation de blé. Et je n'ai pas besoin, quand je rentre dans mon supermarché, qu'un bon berger vienne m'aider. Les politiciens et les entreprises énergétiques diront que les consommateurs veulent avoir le choix en ce qui concerne l'électricité. On ne veut pas avoir le choix, on veut de la fiabilité. On ne veut pas avoir le choix, on veut un prix raisonnable et constant. On ne veut pas avoir le choix, on veut la sécurité. C'est ça, l'électricité. On peut avoir le choix lorsqu'on sort pour dîner, pas lorsqu'on actionne l'interrupteur. L'onde de résonance de cette crise n'en finit pas de faire des vagues. Le gouverneur Gray Davis s'est vu ainsi destitué en septembre 2003. Et le monde politique se retrouve alors un peu plus désavoué. Pourtant, malgré le fiasco californien et la recrudescence des blackouts dans le monde, rien n'arrête la machine à libéraliser. Après sa désintégration, EDF se voit en partie privatisée depuis octobre 2005. Une loi concoctée par le gouvernement Raffarin et son ministre de l'économie Nicolas Sarkozy a en effet modifié le statut du service public pour livrer l'entreprise aux actionnaires. Il est en effet clair qu'EDF et Gaz de France doivent pouvoir lutter à armes égales avec leurs concurrents. Ce sont aujourd'hui deux champions nationaux. Ils doivent avoir les moyens juridiques et financiers de devenir deux champions européens, de se développer à l'extérieur de nos frontières et en France même, de faire face avec efficacité à la concurrence. Pour cela, nous devons les transformer d'établissements publics en sociétés anonymes pour qu'ils ne soient plus handicapés par le principe de spécialité ou entravés en Europe. Privatisation rime toujours avec rémunération importante pour les actionnaires. Le mode de gestion de l'entreprise change alors complètement de logique afin d'assurer une rentabilité bien plus forte qu'avant, quand l'État était le propriétaire. On a tout un plan d'action, effectivement, qui consiste à limiter nos coûts et à développer nos marges. Et c'est vrai que, là encore, la concurrence nous a mis dans une direction, disons, complètement articulée, cohérente, vis-à-vis de la recherche d'économie et de productivité, c'est-à-dire d'efficacité vis-à-vis du client. Ça concerne aussi des réductions au niveau de la maintenance, des budgets de maintenance, des budgets d'achat, qui ont forcément des incidences sur la maintenance des réseaux, sur la maintenance des installations nucléaires.
Cette marche forcée vers la réduction des coûts n'est pas sans conséquence en matière de sécurité. Et à la différence d'un pays comme la Californie, principalement équipé de centrales thermiques, la France doit gérer en plus un parc nucléaire important. Jusque dans les années 90, il y avait les services production, ceux qui pilotaient les réacteurs, et les services maintenance qui gravitaient autour pour faire la maintenance, soit tranche en marche, soit tranche à l'arrêt. Dans ces années-là, la maintenance réalisée par le personnel EDF, c'était entre 70 et 80%. Il y avait 20 à 30% de sous-traités. Aujourd'hui, le phénomène s'est totalement inversé. On ne réalise plus que 20 à 30% de nos activités. Les directions veulent se recentrer sur le cœur du métier, c'est produire de l'électricité. Et il y a tout un pan, moi je suis dans la maintenance, on est en train de changer de boulot. C'est-à-dire, au début, on exécutait les gestes, après on a fait faire, et maintenant on fait faire. Ça, c'est bien sur un bouquin, mais concrètement, dans le réel, après, on veut sous-traiter quoi? Au moindre coût. Donc, au moindre coût, on prend des entreprises, des contrats qui se coupent 3 ans, pluriannuels. Il n'y a pas vraiment de pérennité, et ça nous fait craindre le pire. Les qualités de prestations qui sont effectuées, je pense qu'elles ne sont plus comme elles étaient avant. C'est-à-dire que les entreprises, pour avoir le marché, il faut bien qu'elles tirent sur les prix. Et quand on dit tirer sur les prix, ça se répercute aussi sur leur salaire, sur leur paye et sur leurs conditions de travail. Donc c'est évident qu'on n'a plus la qualité des prestataires que l'on avait avant. Dans une équipe, pour effectuer les arrêts trans, pour les gens qui travaillent pour la logistique nucléaire et tout ça, vous avez 2 encadrements qui vont encadrer, dont la plupart, ce sont des intérimaires. Et la plupart de ses collègues intérimaires, salariés intérimaires, ne connaissent pas trop les installations. On va se désengager de la réalisation du geste technique, et on va se reculer, et on va laisser la sous-traitance entrer, et on va devoir surveiller. Les gens qui aujourd'hui surveillent les prestataires qui réalisent les prestations ont fait dans le passé ces prestations. Donc ils savent très bien qu'est-ce qu'ils doivent surveiller, ils savent très bien où ça peut déconner, où est-ce qu'il peut y avoir des problèmes. Et aujourd'hui, les jeunes qui arrivent, on les cantonne tout de suite dans des activités de surveillance pour surveiller les activités qu'ils n'ont jamais réalisées. Alors, excusez-moi, mais moi j'y crois pas. Moi je dis pour faire de la surveillance d'un travail, il faut l'avoir fait. La question de la sûreté nucléaire n'est pas tant liée aux aspects technologiques qui sont maintenant parfaitement maîtrisés, mais plutôt aux conditions de son exploitation, tant du point de vue économique que du point de vue social. C'est-à-dire que quand on commence à faire des coupes sombres dans les budgets, ça détermine le niveau de sûreté des installations nucléaires. La France accepte globalement ses relations avec l'énergie, l'énergie nucléaire, et avec des outils, les centrales nucléaires, qui sont fondés sur le fait que le responsable, c'est l'État. Il faut bien comprendre que demain, si des entreprises privées se lançaient dans l'énergie nucléaire, elles pourraient être amenées pour des raisons, malgré tous les règlements, pour des raisons qui sont des raisons économiques, à ne pas avoir la sûreté nucléaire ultime, maximum, qui est celle de la France. La dérégulation du secteur électrique entreprise depuis 15 ans est donc en partie achevée. Le marché s'est déjà ouvert aux seuls clients professionnels. Les industries, les commerces, les collectivités locales peuvent choisir aujourd'hui un fournisseur d'électricité autre qu'EDF, avec à la clé une belle promesse. Donc l'idée y était, mais il faut libéraliser le marché de manière à ce que le prix, je dirais, de l'électricité puisse encore baisser, et en tout cas qu'il puisse devenir un élément de compétition entre les fournisseurs d'électricité pour que moi, industrie, je puisse toujours l'acheter au meilleur prix à un moment déterminé. Comme nous sommes des prestataires de services de ces industries, nous les connaissons bien de l'intérieur. Ainsi, nous pouvons leur offrir des profils de tarification qui soient les plus adaptés à leurs besoins. Et le moyen le plus sûr de prendre des clients EDF, c'est d'offrir des prix plus bas. Mais très vite, les sourires de satisfaction se sont transformés en rictus. Les prix sur ce marché ont augmenté de près de 40% en 5 ans. L'hôpital de Besançon en a fait par exemple la triste expérience.
la direction a choisi pour son malheur de quitter EDF pour la Compagnie nationale du Rhône, dont l'actionnaire principal est, rappelons-le, la multinationale Suez. Donc le CHR a décidé en 2002 de passer à la concurrence. Bien sûr, pour sortir du système régulé, il a bénéficié de tarifs moins importants que dans le régulé. Seulement au bout de 3 ans, renouvellement de ce contrat. Et là, on n'est plus tout à fait sur les mêmes tarifs, bien évidemment, puisque c'est une augmentation entre l'ancien tarif et le nouveau de 450 000 € par an. La différence avec le système régulé, c'est que les prix du système régulé sont réglementés par l'État. Voilà la différence. Après, dans le marché concurrentiel, les prix étant libres, chaque opérateur pratique les prix qu'il veut. Et bien évidemment, il y a des actionnaires à rémunérer. Et pour rémunérer ces actionnaires, il faut dégager des marges, quoi. Et les marges, elles se dégagent en partie, pas totalement, mais en partie, sur la hausse des tarifs, quoi. Les prix ont augmenté partout, et pour les mêmes raisons. Donc c'est vrai que ça a beaucoup surpris, et ça a rendu le discours des hommes politiques un peu plus complexe, puisque initialement, le discours était simple, concurrence égale baisse des prix. Pas de chance, c'est l'inverse qui s'est passé. L'augmentation du coût des énergies fossiles ou des émissions d'oxyde de carbone participe très certainement au renchérissement de l'électricité. Mais cette hausse des prix est aussi le résultat de cette fameuse particularité de l'électricité, le fait qu'elle ne se stocke pas. Comme en Californie, les capacités de production s'amenuisent aujourd'hui en France et en Europe. La réalité, c'est que les marges de surcapacité que nous avons connues au lendemain de la libéralisation se sont progressivement amenuisées. La consommation a continué à croître, certes à un rythme modéré parce que la conjoncture économique est médiocre, mais elle a continué à croître. On a fermé de vieilles centrales qui n'étaient plus compétitives sur le marché. La tendance naturelle à l'ouverture des marchés, c'est de travailler de plus en plus en flux tendu. Bon, évidemment, de raccourcir au maximum le temps d'utilisation des capacités de production d'électricité, etc. Donc, ne pas multiplier, je dirais, les centrales qui parfois restaient inactives et qu'on n'appelait que lors des pics, je dirais, de consommation. Ici, on essaye d'avoir un minimum de centrales en activité. Les surcapacités avaient évidemment eu une certaine tendance à avoir trop d'électricité à vendre, donc les prix avaient tendance à être bas. Aujourd'hui, ces surcapacités ont disparu. On a une situation inverse où il y a pénurie. Quand on dit pénurie, on parle de l'électricité et la pénurie concerne les capacités de réserve. Mais il n'y a plus de surcapacité. Et donc, les prix ont monté. Le prix de l'électricité, quand on n'est plus capable de produire, il est infini. Puisque si je ne fournis pas le mégawattheure qui va empêcher au réseau de s'effondrer, si je ne le fournis pas, qu'est-ce qui se passe? Le réseau s'effondre. Combien ça coûte que la Californie soit plongée dans le noir pendant 24 heures? Eh bien, ce que ça coûte, on peut le calculer, c'est des milliards de dollars. Donc le producteur qui a les 10 ou 100 mégawattheures qui vont permettre au réseau de tenir, il a un pouvoir économique absolu. Mais au-delà de la disparition des surcapacités, la France va devoir faire face à un autre enjeu. Les centrales actuelles de production arrivent en fin de course. Et il va falloir commencer à les renouveler d'ici à une dizaine d'années. Mais qui va payer? Sur le long terme, le marché ne va pas être capable d'indiquer aux producteurs qu'il faut faire des investissements à temps pour éviter de faire face à des ruptures. Parce qu'un investissement en électricité, entre le moment où la décision est prise et le moment où il est réalisé, il faut des années et des années. Pour des boîtes qui vont être obligées de construire, s'ils vivent sur l'acquis, de construire des réseaux, de construire des centrales, comme je le répète, une centrale, ça dure 40 à 60 ans, une boîte privée ne peut pas amortir. Il faut qu'ils amortissent sur 25 ans au maximum ou 20 ans. Et donc, ils sont obligés d'avoir des prix très élevés pour pouvoir faire cet amortissement court. La stratégie à long terme concernant l'énergie électrique est un élément déterminant de la position de la France. Et que ça n'est possible que si on prend à la fois en compte des investissements extrêmement lourds dans des secteurs très lents, sur lesquels les coûts en amont de recherche sont considérables. Voilà. Et que c'est incompatible
avec la réponse que l'entreprise énergétique traditionnelle doit donner à ses actionnaires, surtout quand ils sont très exigeants concernant le rendement financier de l'argent qu'ils leur donnent. La croissance à travers le monde, comme en France, va continuer d'augmenter, entraînant une hausse toujours plus grande des besoins énergétiques. Alors, face à ce défi et à d'autres, une série de questions vient automatiquement à l'esprit. Qui va financer les énormes investissements nécessaires pour renouveler les moyens de production de demain? Qui va prendre en charge le démantèlement du parc nucléaire au rebut? Qui va mener la recherche pour trouver des énergies autres que fossiles et polluantes? Qui va s'engager? À qui peut-on faire confiance pour relever le défi de ces enjeux colossaux? Et au final, l'électricité ne risque-t-elle pas de devenir un produit de luxe? L'une des choses qui m'intéresse dans notre pays, et peut-être dans d'autres pays aussi, c'est de rétablir l'idée des services publics. C'est quelque chose qui n'allait pas de soi aux États-Unis. Nous l'avons obtenu après des siècles de lutte pour s'assurer le contrôle des chemins de fer, de l'industrie du téléphone, de l'industrie du gaz naturel, de l'électricité, de l'industrie des transports routiers. Et maintenant, nous abandonnons cette vision d'ensemble et ce contrôle, avec, dans de nombreux cas, des résultats épouvantables. Je pense qu'un pays comme la France est confronté au même problème et doit réfléchir sérieusement pour savoir si elle va suivre aveuglément une idéologie qui va l'entraîner sur une voie autodestructrice.